Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, me revoici pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler de guérison, de santé. En fait, l'épisode porte bien son nom tout simplement parce que je vais vous parler de mon propre chemin de guérison. Alors c'est une grosse sortie de zone de confort cet épisode parce que je vais vous exposer ma vulnérabilité sur les obstacles que j'ai rencontrés sur le chemin, pour certains qui ne sont pas encore levés, puisque pour moi c'est un chemin long. J'ai déjà fait un épisode à ce sujet pour parler un peu de mon expérience, d'expliquer mon parcours de vie. C'était le premier épisode du podcast. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter parce que je ne vais pas raconter la même chose dans cet épisode. C'est vraiment un point 10 ans après le diagnostic aujourd'hui de la spondylarthrite. Voilà. Donc juste un petit résumé quand même très très rapide. Donc j'ai une spondylarthrite depuis mes 16 ans qui a été diagnostiquée quand j'avais 20 ans. Et donc cet été, je ne peux pas dire que j'ai célébré, mais ça fait 10 ans que le diagnostic a été posé. Ce qui est important pour comprendre le contexte, c'est qu'en fait, moi, j'ai quand même toujours été dans une famille très branchée médecine douce, homéopathie, etc. J'ai vraiment baigné là-dedans. Quand j'étais ado, mes parents commençaient à s'intéresser plus près à l'alimentation aussi. Donc l'alimentation sans lait, sans gluten, par curiosité plus que par besoin à ce moment-là. Et par envie de tester des choses différentes. Donc en fait, dès mon adolescence, j'avais déjà commencé vraiment à m'intéresser à tout ça. Et puis en fait, depuis que j'étais petite, j'étais vraiment immergée dans cette culture de médecine alternative finalement. Et du coup, quand la maladie est apparue, pour moi, c'était une évidence que j'allais me tourner vers les médecines alternatives. J'en parle du coup dans le premier épisode du podcast. Quand j'ai reçu le diagnostic, la médecine allopathique m'a dit que que je pourrais pas guérir et que j'allais avoir de plus en plus de problèmes et de plus en plus de douleurs et que je finirais en fauteuil roulant 10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, on est 10 ans plus tard et puis si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez bien vous rendre compte que je ne suis pas en fauteuil roulant et que je vais plutôt bien globalement. Donc du coup, c'est une victoire pour moi. Et c'est une victoire pour mon corps et puis pour ma santé en général, en fait. Au moment où c'est apparu, donc je disais, je me suis tout de suite tournée vers des thérapies plus alternatives. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait tilt, c'est que pour moi, il y a toujours des solutions. Enfin, je le dis régulièrement, mais tout est possible. Et donc, du coup, si quelqu'un me dit que c'est pas possible et ferme une porte à un endroit, c'est pas parce que la porte elle est fermée que je vais pas pouvoir y aller. Et donc, du coup, je vais chercher d'autres moyens. Et ça peut être par la fenêtre, ça peut être par une autre porte, ça peut être peu importe. Mais voilà, je me fie à mon intuition et là, c'était vraiment le cas avec ma santé et je savais que je pouvais régénérer en fait mon corps, régénérer même plus que mon corps, mes corps en fait, mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel, que je pouvais régénérer ces corps et je savais pas juste comment en fait, même si j'avais pas ces termes-là à l'époque non plus. Donc voilà, c'est vraiment en fait le fait de me fier à mon intuition qui m'a conduit où j'en suis aujourd'hui, le fait de m'écouter. Et je pense que c'est vraiment le point clé. Vous allez voir, je vais en reparler, mais c'est vraiment le point clé, le point central en fait de ce chemin de guérison pour moi. Donc au début, je pense comme beaucoup de personnes qui ont des symptômes physiques de problèmes, je cherchais la baguette magique. Au début, je cherchais des changements miraculeux. Et j'en ai eu en fait. J'en ai eu des changements miraculeux parce que j'ai eu la chance d'avoir un corps physique qui a une rémission rapide, au moins en lien avec l'alimentation. Il y a des briques comme ça d'hygiène émotionnelle, d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie, qui, quand on les met en place, vont faire des changements très rapides.
Donc ça, c'était chouette parce que bah, du coup, c'est vrai que ça donne de l'espoir, en fait, en quelque sorte et ça permet de se conforter qu'on est bien sur le bon chemin. Mais en fait, malgré ces changements rapides, malgré ces changements miraculeux au début, en fait, il y a eu des rechutes et puis ça a continué. En homéopathie, il y a des homéopathes qui disent qu'on ne fait qu'une maladie de la naissance à la mort et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, heu, même si elle ne s'exprime pas de la même manière tout le temps, il y a quand même des choses qui vont ressortir à certains moments et qui sont en lien avec ce qui s'est passé avant. Donc outre, une fois passés ces changements miraculeux, je me suis plus intéressée vraiment à la chronicité, à aller de plus en plus profond sur mon terrain pour comprendre des choses. Mais tout le monde en fait me demandait, tous les thérapeutes que je voyais, parce que j'en ai vu beaucoup, tout le monde me demandait si j'avais trouvé la cause et non en fait, j'ai pas trouvé la cause, mais j'ai trouvé les causes et j'ai pas trouvé, la cause en fait et donc du coup, j'avais un syndrome un peu de pas de l'imposteur, mais de: «Mince, en fait, il faut que je cherche encore plus parce que j'ai pas trouvé le truc qui a déclenché ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?» Est-ce que j'ai fait une amnésie? Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier? J'avais pas l'impression qu'il y avait un truc en particulier et quand je répondais ça, je disais: «Bah non, en fait», et en fait, du coup, c'est comme si les personnes étaient persuadées de mieux savoir que moi et ça, je pense que c'est quelque chose qui est commun à toutes ces personnes qui sont sur un chemin de guérison long comme ça, c'est en fait, on finit par être que face à soi-même. Donc c'est dur, hem, c'est long comme chemin. Heu et puis voilà, c'est comme je disais, c'est des causes, en fait. Donc c'est petit à petit trouver toutes ces différentes causes, tout cet environnement, hem, finalement qui a créé quelque chose, qui a créé un dysfonctionnement, qui a créé la maladie. Donc globalement aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'ai une spondylarthrite, j'ai presque vécu autant de temps avec que sans. Et donc ça fait 10 ans cette année que j'ai eu le diagnostic. Globalement dans ma vie, je vais très bien. Je vais de mieux en mieux en fait dans ma tête, dans mon corps, mais il m'arrive encore d'avoir des rechutes, d'avoir des moments où ça revient. Heu, Notamment, bah, donc la spondylarthrite, ça concerne vraiment la colonne, ça concerne, les articulations, et puis la souplesse. Donc moi je suis quelqu'un qui a jamais été très, très souple. Et donc du coup, bah, régulièrement, j'ai des remarques sur ce sujet, en fait, sur ma souplesse ou bien: «Ah tiens, tu es un peu bloquée». Bah oui, en fait, je suis un peu bloquée. Mais moi, ça j'ai pas mal et surtout, en fait, j'ai mis en place plein de choses qui font que c'est pas un problème aujourd'hui pour moi. Mais voilà, j'ai des moments où d'un seul coup, il y a une crise qui réapparaît et j'ai pas forcément toujours la compréhension de ce qui se passe. J'ai pas toujours la compréhension de qu'est-ce qui l'a déclenché. Et ce qui m'a vraiment surpris pour moi, et qui continue de me surprendre d'ailleurs, c'est la longueur de ce chemin de guérison, ce chemin de régénération par rapport à d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes pour qui, juste en changeant, l'alimentation ou l'hygiène de vie, en fait, ça suffit à une rémission complète. Ça, c'est quand le corps physique seul a été touché, en fait, que pas le reste. Mais heu, mais voilà, en fait, moi, c'est pas mon cas et je sais que je suis pas la seule. Et moi, en fait, en changeant l'alimentation, l'hygiène de vie, en faisant des ajustements aussi sur ma gestion des émotions, mais en fait, ça a amené énormément d'améliorations. Donc peut-être par rapport à ce que j'avais au début comme symptômes, et puis comme terrain, j'ai dû corriger peut-être 80-90. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'il y a des rechutes, qui fait que c'est pas entièrement guéri. Et en fait, la maladie, elle peut prendre racine ailleurs que dans le corps physique. Certaines personnes vont dire que, oui, bah, si jamais tu arrives pas à guérir, bah, c'est karmique, en fait. Et pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un enchevêtrement de causes un peu sur tous les plans, du plus matériel au plus subtil et voilà, ça demande, en fait, une subtilité, un peu plus détaillée, on va dire. Donc moi, dans mon cas, je suis pas sur un sprint vers la régénération, mais bel et bien sur un marathon de la régénération. Voilà, ça fait 10 ans, même 14 ans en fait que je suis sur ce chemin-là et c'est un vrai chemin vers moi, en fait. Et je pense que c'est vrai, en fait, pour toutes les maladies chroniques comme ça, c'est un chemin vers soi, pour apprendre à se retrouver et à reconnecter avec soi, mais avec un soi vraiment très profond, qui des fois n'a pas été écouté ou a été caché à soi-même. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes au début d'un chemin de guérison qui sont vraiment sur, l'envie de faire un sprint, d'avoir un sprint vers la régénération. C'est bon, on y est, c'est fini. L'envie en fait de trouver la baguette magique, de chercher la rapidité auprès des thérapeutes. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent voir, les thérapeutes avec cette envie-là. Et certains en fait vont réussir
à se régénérer sous format sprint. D'autres vont s'épuiser et vont pas aller jusqu'au bout du processus, vont abandonner et vont se tourner vers d'autres choses qui sont pas mieux ou moins bien, hein, moi je juge pas, mais voilà, c'est juste une autre manière de se soigner et puis il y a d'autres personnes encore qui vont mettre vraiment tout rigoureusement en place, mais qui ne vont pas réussir à guérir. Où il va toujours y avoir un truc un peu résiduel comme ça. Et moi, c'est mon cas, en tout cas aujourd'hui. Rien n'est définitif. Si je dois résumer tous les différents types de thérapeutes, accompagnants que j'ai vus, toutes les différentes techniques que j'ai testées, toutes les méthodes, toutes les thérapies, toutes les formations aussi que j'ai faites sur ce chemin vers moi, parce qu'il y a beaucoup de formations que j'ai faites à la base pour moi, même si après je les ai utilisées pour le plus grand nombre, pour pouvoir aider d'autres personnes aussi. Si je devais lister tout ça, en fait, je pense que ça me prendrait au moins 3 ou 4 pages à l'écrit, donc je l'ai pas fait. Peut-être que je pourrais le faire à un moment, mais pour l'instant, je sens que c'est pas juste pour moi. Mais en tout cas, je pense que j'ai bien mérité mon titre de généraliste des méthodes de santé naturelle parce que j'ai vraiment exploré énormément de choses et approfondi énormément de choses. Moi, je crois en la science, mais l'esprit de la science tel qu'il était à l'origine et pas le scientisme que la science est devenue aujourd'hui. C'est-à-dire que la science, à la base, c'est l'expérimentation. On teste quelque chose et on voit qu'est-ce que ça donne par rapport à la théorie. Et donc, en fait, il y a beaucoup de découvertes en sciences qui ont été faites à travers l'expérimentation. Par exemple, l'électricité, etc. C'est « Ah tiens, on a fait quelque chose, il se passe quelque chose, et du coup, on va le théoriser. » Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la science est devenue un peu l'inverse, c'est-à-dire « Ah bah tiens, on va faire des théories, et on va faire en sorte que la pratique colle à la théorie. » Donc moi, c'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est vraiment l'expérimentation et du coup, effectivement, j'ai expérimenté énormément de techniques. J'ai été suivie par des thérapeutes, des coachs, des accompagnants, avec plus ou moins de succès, hein, en fonction des personnes, avec plus ou moins de bienveillance aussi, une approche ou une posture qui était plus ou moins juste en fonction des personnes. Je suis tombée sur des accompagnants, des thérapeutes qui étaient excellents, comme des personnes médiocres. Je pense même que je suis tombée sur des personnes mal intentionnées à un certain moment de mon chemin. Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, finalement, ça m'a permis de repérer, les bonnes qualités d'un accompagnant. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être bon, en fait, dans ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait un excellent thérapeute? Qu'est-ce qui fait un excellent accompagnant? Qu'est-ce qui fait un excellent coach? Et je pense que j'en ferai un épisode parce que, je pense que c'est important, pour pouvoir choisir avec finesse, mais aussi avec justesse, par qui on se fait accompagner. En tout cas, au fur et à mesure de ce chemin, moi, j'ai appris à renforcer mon libre arbitre, et puis mon intuition. Mon libre arbitre pour pas rester, cantonnée à ce qu'on me disait, à ce que les personnes qui m'accompagnaient, me disaient. Et à vraiment rester maître de mon navire à chaque instant. Et mon intuition parce que, des fois le mental prend le contrôle et donc c'est important de réussir à se reconnecter à qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi. En fait, finalement, c'est un chemin sur lequel j'ai appris à écouter de plus en plus mes besoins et je me rends compte aujourd'hui que plus je le fais, mieux je vais. Dans les moments où je switch en fait et que je vais vers, des choses qui ne font pas partie de mes besoins ou que j'oublie mes besoins, dans ces moments-là, je peux être sûre qu'il y a une crise qui va pointer son bout de son nez. Je tiens à préciser aussi que j'ai pas attendu d'être arrivée au bout du chemin pour transmettre ce que je savais et pour pouvoir accompagner à mon tour et ça, je pense que c'est un complexe commun du syndrome de l'imposteur un peu dans le domaine de l'accompagnement, à beaucoup, beaucoup de personnes. J'entends souvent des clients qui me disent: «Bah, j'ai pas encore tout dépassé mes problèmes, alors je peux pas accompagner» et moi, je suis pas d'accord. Alors évidemment, pour moi, c'est important d'avoir une posture, excellente, d'avoir, des compétences, mais on peut aider, quelqu'un jusqu'à là où on a été. On peut éclairer, en fait, tous ceux qui sont pas encore à notre niveau. On pourra pas les aider à aller plus loin, mais en tout cas, on peut les aider à aller jusqu'à là où on est aujourd'hui et c'est ça, en fait, finalement, des fois, je me demande, moi, le sens que ça a de pourquoi est-ce que finalement j'arrive pas à guérir? Pourquoi est-ce que, finalement, il y a toujours des moments où j'ai des rechutes, où j'ai des douleurs? Et en fait, je me rends compte que ça me permet d'avoir une compréhension, hem, des causes des maladies qui vont être beaucoup, beaucoup plus poussées, finalement. Parce qu'au-delà de la naturopathie et de tout ce que j'ai mis en place au départ, donc l'alimentation, l'hygiène de vie, un travail sur l'émotionnel beaucoup, la naturopathie, mais aussi du la PNL et cetera. J'ai vraiment eu, à travers ces approches, je pense que ça m'a apporté avant tout des clés de compréhension.
une vision globale et surtout une reconnexion en fait au sens et aux lois de la nature. Pour moi, c'est vraiment ça en fait que ça m'a apporté à la base la naturopathie, c'est de la compréhension, de la vision globale et une reconnexion au sens et aux lois de la nature. Quand j'ai continué ce chemin de guérison, plus loin, j'ai rencontré d'autres choses. Et cette autre chose, en fait, c'est une reconnexion à mon essence. Une reconnexion, peut-être la compréhension, en fait, du chemin de mon âme, mais pas à un niveau mental, pas une compréhension mentale, c'est plus une forme d'alignement et de ressenti, encore une fois, d'intuition qui vient. En gros, c'est ce que je disais, c'est que je suis allée vraiment chercher les causes plus profondes de la maladie. Souvent, en fait, on s'arrête très tôt dans tout ce qui va être psycho-émotionnel. On va dire oui, il s'est passé tel événement, ou il y a telle émotion, etc. On va effleurer un peu la surface. Et c'est pas très agréable, en fait, de travailler ça. Donc, il y a beaucoup de personnes, finalement, qui vont pas trop creuser dans ce côté-là et qui se disent que finalement, avec le reste, bah, ça va aller. Ils osent pas trop aller plonger dans les profondeurs, en fait, parce que c'est pas agréable. Et donc, c'est plus facile de mettre en place son alimentation. Quoique, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est peut-être plus facile, en fait, que d'aller chercher vraiment plus en profondeur sur ces causes psycho-émotionnelles. Parce que ça demande énormément de courage, en fait, pour oser aller explorer ces émotions désagréables, pour oser aller explorer des facettes de soi qu'on déteste, qu'on cache ou bien qu'on n'assume pas. Ça demande énormément de courage aussi d'avoir des conversations courageuses avec des personnes de sa famille, avec son entourage, avec ses proches, avec des personnes dans la sphère du couple. Ça demande du courage d'aller chercher des vérités qui dérangent, des secrets de famille, d'aller les révéler au plein jour et de faire un travail de guérison par rapport à ça. En fait, au-delà de causes psycho-émotionnelles, on est sur encore un autre niveau là. On est vraiment sur des causes plus spirituelles, plus invisibles en fait. Et ça demande en fait, c'est des domaines qui demandent d'aller vraiment dans de la subtilité et de la finesse. En fait, on est dans de l'information à ce niveau-là du chemin de guérison. Et on n'est plus dans des couches matérielles où on voit des principes actifs sont fortement dosés, qui vont faire de l'effet, par exemple des compléments alimentaires, des huiles essentielles, etc. Non, là en fait, je vous parle vraiment des causes plus spirituelles. Et là en fait, on est sur de l'information. Donc, dans ces dimensions-là, un mot, une pensée, une vibration peut avoir un effet très important en fait sur la personne. On est dans un champ fréquentiel en fait, et c'est hyper important de faire très très attention aux fréquences qu'on va utiliser en tant qu'accompagnant, mais aussi en tant qu'accompagné finalement. Donc pour moi, c'est vraiment un niveau en fait qui demande un type d'accompagnement qui est différent. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer aujourd'hui parce que je me rends compte à quel point il y a un vrai besoin à ce niveau-là pour toutes les personnes qui ont eu du mal en fait finalement sur leur chemin de guérison et qui malgré tout ce qu'ils ont mis en place, c'est toujours pas terminé. Donc c'est ce genre de personnes aujourd'hui, moi, que j'ai vraiment accompagné d'un point de vue santé, des personnes qui ont des maladies chroniques et qui se reconnaissent là dans tout ce que je partage. Sur ce chemin vers moi-même, sur ce chemin de guérison, en fait, j'ai fait face à des choses qui sont vraiment pas faciles, pas agréables à gérer. Et j'ai envie de vous les partager parce que pareil, je pense que c'est des choses qui sont assez tabous, en fait. Quand ça fait 15 ans qu'on est sur un chemin, on voit des thérapeutes, des personnes en médecine alternative, il y a des choses qu'on n'ose plus aborder. Il y a des choses qu'on n'ose plus dire à son entourage ou à ses proches. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager là maintenant. Donc dans les choses qui sont vraiment pas faciles à gérer, quand on a une maladie chronique comme ça, c'est l'impuissance. Faire face à l'impuissance, c'est faire face à mon impuissance à moi, mais aussi faire face à l'impuissance des thérapeutes ou faire face à l'impuissance de mes proches. Quand moi je me sens impuissante, c'est quand j'ai une forme de désespoir en fait qui m'arrive de pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais une énième rechute? Pourquoi est-ce que j'ai encore ce truc qui me tombe dessus? Pourquoi est-ce que, malgré le fait que je recherche tout le temps, j'ai fait plein de choses, j'ai mis en place plein de choses, pourquoi toujours? Pourquoi moi en fait? Et du coup, dans ces cas-là, on contacte vraiment cette impuissance, mais c'est une vague en fait qu'on se prend dans la tête de en fait, peut-être que je vais jamais y arriver. Et ça, c'est un peu la face opposée du tout est possible, etc. En fait, ça existe aussi cet espace où il n'y a plus rien qui est possible. Et en fait, on va jamais y arriver. Moi, je vais jamais y arriver, mais aussi du coup mes proches qui m'entourent, qui comprennent pas ce qui m'arrive, qui comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent m'aider en fait, parce qu'ils ont déjà testé des choses, ils ont essayé de mettre en place des choses, mais ça marche pas, ça bloque. Et du coup, à un moment, ils se retrouvent impuissants, ils savent plus quoi faire en fait pour m'aider.
Ils savent plus, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut pas en parler, comment est-ce qu'ils peuvent m'aider? Ils ont envie, mais ils savent pas comment. Et puis l'impuissance du thérapeute. Se retrouver face à quelqu'un qui vous dit: «Là, je peux plus rien pour vous». Et moi, comme vous l'avez compris, quelqu'un qui me dit ça, je vais chercher ailleurs. Parce qu'en fait, dans un premier temps, j'acceptais pas cette impuissance. Et en fait, il y a un moment où j'ai fini par l'accepter et à dire: «OK, là, je peux plus rien faire. J'ai tout fait, je sais plus quoi faire. Et j'ai plus qu'une chose à faire, c'est juste à tout lâcher et à accepter que c'est pas possible». C'est dur, hein? C'est dur ce que je raconte, mais pour moi, c'est une clé qui a été essentielle, en fait, de contacter ça. Dans les autres choses qui sont pas faciles non plus à gérer, il y a la solitude. Parce que quand on est sur un chemin comme ça et qu'il y a énormément de personnes autour qui: «Ah ouais, mais moi, la naturopathie, ça a super bien marché» et cetera. OK, trop bien, je suis contente pour toi, mais moi, ça marche pas. Moi, ça suffit pas. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Du coup, vers qui est-ce qu'on se tourne? À qui est-ce que j'en parle? Il y a personne qui peut me comprendre. Il y a personne qui peut comprendre cette solitude profonde que je ressens à travers toute l'impuissance des autres, à travers l'impuissance de mes proches, à travers moi, tout ce que j'ai vécu, à travers tout ce que j'ai cherché et où j'arrive toujours pas à trouver de solution, trouver de réponse. La troisième chose qui est vraiment difficile à accepter ou à gérer, c'est, la responsabilisation et d'un autre côté, une forme d'ouverture spirituelle parce que les 2 vont de pair. En fait, c'est un peu comment est-ce que je fais pour accepter que j'ai choisi de m'incarner aujourd'hui dans cette vie et de vivre la souffrance dans ce parcours de vie? Comment est-ce que je peux accepter ça, fondamentalement? C'est dur de se dire: «Oui, en fait, mon âme a décidé de venir faire cette expérience de la souffrance et de la maladie sur terre. Mais pourquoi?» Et en fait, il y a une forme de responsabilité, de je prends ma pleine responsabilité, mais la face inverse, en fait, de cette pièce-là, et bien, en fait, ça va être la culpabilité. Parce que en fait, ça va venir en contradiction avec cette responsabilité. Si jamais je prends toute la responsabilité, de tous les malheurs qui m'arrivent et cetera, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. C'est ma faute. Et puis peut-être aussi que j'ai pas assez bien creusé, peut-être que j'ai pas assez bien fait. Ce qui m'arrive, voilà, c'est ma faute et c'est comme ça, c'est karmique. Peut-être que j'ai fait des choses qui sont mal et ça me retombe dessus. Comment est-ce qu'on gère dans ce cas-là la culpabilité de pas réussir à s'en sortir? Et puis avec peut venir la vulnérabilité. Le fait de se sentir extrêmement vulnérable de par tout ça, mais aussi la honte, parce que c'est dur en fait. On peut avoir honte de ne pas y être arrivé et pas oser en parler en fait. Hem, Parce que qu'est-ce que vont dire les proches en fait? «Quoi, tu as dépensé tout cet argent dans cet accompagnement, tu as dépensé tout cet argent, dans des compléments alimentaires, dans des formations, tu as fait des stages là, tu as ça marche toujours ton truc? Tu as toujours mal? Mais pourquoi? Comment? Enfin c'est pas possible». Alors une autre chose qui a été aussi très, très, importante pour moi, c'est d'apprendre l'acceptation. Accepter la maladie, mais aussi m'accepter moi, en fait, toutes mes facettes de moi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que plus je suis moi-même et mieux je vais. Il y a vraiment un changement radical pour moi qui s'est fait à partir du moment où déjà j'ai accepté, que j'ai pas été en lutte, en fait, que j'ai pas arrêté d'aller contre, en fait, la maladie, mais aussi que j'ai arrêté et j'ai commencé à m'accepter moi. Mais aussi le moment où j'ai commencé à m'accepter moi. Là, il y a eu un gros changement. En fait, plus je suis moi, plus je m'écoute, plus je respecte mes besoins, plus je respecte mon essence profonde et plus je suis alignée et donc mieux je vais. Mais ça demande une écoute intérieure qui est extraordinaire. Une écoute de son corps physique, une écoute de son mental, une écoute de ses émotions, une écoute de son âme et d'une profondeur et d'une finesse mais incroyable. Plus on met ça en place, plus les résultats sont incroyables en fait. En fait, on retrouve son chemin. C'est pour ça, moi, je vous parle d'un chemin, mais c'est vraiment ça. Il y a des moments où on s'égare, où on part un peu sur le côté et puis on le trouve plus et en fait, après, il faut se reconnecter et voilà et après quand on est dessus, ça roule en fait, c'est facile. Il y a encore d'autres choses que j'ai envie de vous partager par rapport à ce chemin de guérison. Une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices que j'ai pu expérimenter, c'est de faire l'expérience du pardon. Et ça, je sais que c'est des choses qui font lever les yeux au ciel de beaucoup de personnes ou bien qui sont pas entendables, pas acceptables. Mais
pour moi, ça a été vraiment une expérience très particulière, très libératrice, très bouleversante en fait, une fois que j'ai accepté, c'est partie de moi, ou une fois que j'ai accepté des événements qui se sont passés dans mon passé, eh bien de savoir dire pardon. De savoir dire pardon à l'autre, mais aussi de se dire pardon à soi. Savoir dire à son agresseur ou à son harceleur: «Je te pardonne», mais en fait, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire: «No way, jamais de la vie, moi je peux pas faire ça». Et pour moi, c'est vraiment un des stades ultimes en fait pour guérir des événements en fait. C'est une fois que en fait, quand vous avez réussi à faire ça, là vous êtes libéré. Moi je l'ai vraiment ressenti sur plusieurs thématiques, mais voilà, comme je vous disais, quand on a un agresseur ou un harceleur, à qui on est capable de dire: «Je te pardonne», et aussi se pardonner à soi-même, d'avoir pris le rôle de victime. C'est très intense, c'est très, très dur, mais c'est vraiment une phase ultime, de guérison qui est extrêmement libératrice et extrêmement belle, en fait, très, très touchante. Ça vient vraiment réparer des choses à l'intérieur, ah ouais, rien que le fait d'en parler, là, ça me refait quelque chose. Mmh, je voulais aussi vous partager que pour moi, c'est important de dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment dans une forme de paix intérieure. De par tout ce que j'ai mis en place, mais par aussi cette acceptation de qui je suis et puis toutes ces étapes, je sens que vraiment la partie, la version de moi avant en fait qui était stressée, qui était pas bien et cetera. En fait, aujourd'hui, j'ai un système nerveux qui est très apaisé, mais surtout je sens qu'en fait, quoi qu'il se passe, je vais savoir y retourner. Parce que j'ai cette foi en ma résilience, c'est ce que je partageais d'ailleurs dans le dernier épisode, mais pour moi, sentir la paix intérieure comme ça et sentir ma joie intérieure aussi, je sais que quoi qu'il se passe, oui, il va peut-être y avoir des chocs, que ce soit des chocs de santé, des chocs émotionnels, peu importe, mais en fait, je vais savoir m'en relever et plus ça va et plus je sais m'en relever vite et mieux. Cette paix intérieure, en fait, c'est elle qui me permet vraiment d'être dans l'acceptation des moments où ça va mal. Dernière chose encore que j'ai envie de vous partager, pour moi, tout ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent, pendant ces 14 dernières années, c'est long, hein. Mais au final, je pense que ma formation de thérapeute, elle a commencé il y a 14 ans, en fait. Quand j'ai commencé à avoir des thérapeutes et que je me suis rendu compte que ce que ça faisait d'être dans la place du patient ou dans la place du client et de voir comment est-ce que j'étais reçue, de voir comment est-ce que ça se passait, de voir les attitudes des personnes, de sentir ce qui était juste, ce qui était pas juste, de me ressentir jugée par moments, de me ressentir écoutée par moments. Et je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment guidée dans ma posture et qui font qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne me disent que j'ai une excellente posture et qu'elles se sentent bien et en confiance. Mais ça, c'est vraiment, voilà, le fait d'avoir expérimenté l'autre côté qui m'aide, en fait, à travers ça. Et donc comme je disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la compréhension, mais vraiment, profonde et ample, de comment est-ce que tout ce qui se passe dans l'invisible va venir transformer le monde visible. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je travaille beaucoup et pour moi, mais aussi du coup avec mes clients. C'est vraiment on met en place plein de choses dans l'invisible qui vont venir transformer la matière. Et du coup, cette compréhension ou ce travail très subtil qu'on va faire ensemble, eh bien, en fait, ça va permettre des prises de conscience. Par exemple, sur la symbolique des choses, mais des prises de conscience à d'autres niveaux, dans des domaines de vie qui sont bloqués. Dans des domaines de vie, parfois, on n'a même pas conscience que c'est bloqué. Une acceptation des choses. Et surtout une ouverture, en fait, au message de mon corps, une ouverture à l'invisible, une ouverture à d'autres types de messages aussi. Tout ça, en fait, tout ce que je vous partage là, c'est des choses que je partage, en fait, dans mes accompagnements de santé. Comme je vous disais, aujourd'hui, c'est vraiment ce type de personne-là, en fait, qui me tient à cœur d'accompagner. Et pour moi, en fait, développer cette écoute profonde, hem, ça permet de se sentir, mieux et de se sentir vraiment libre, en fait, au quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui sur la thématique de la santé. Hem, voilà, si ça vous a parlé cet épisode, je serais heureuse d'avoir votre retour. N'hésitez pas à partager l'épisode aussi s'il vous a plu ou si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait, faire du bien. Parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur ce parcours. Moi, je propose, des accompagnements, santé
sur plusieurs mois pour pouvoir travailler ensemble sur toutes ces thématiques. Mais aussi, en ce moment, je propose des séances à l'unité, d'écoute profonde de son corps, pour vraiment venir se reconnecter à des parts de soi et faire un peu un travail préliminaire, avant d'aller plus en profondeur si jamais on se sent pas prêt. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, les liens sont dans l'épisode et puis, et j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Pour moi, c'est vraiment important de le partager parce que je sens qu'aujourd'hui, je suis vraiment en gratitude d'avoir eu ces épreuves. Je suis en gratitude d'avoir, eu cette maladie, cette spondylarthrite ankylosante qui m'est tombée dessus, quand j'avais 16 ans et je suis en gratitude de tout ce que ça m'a permis de transformer dans ma vie. Donc merci. Merci à vous aussi pour votre écoute et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!